Watts, impédance, SPL, RMS, peak. Si t'as pas tout compris à tous ces termes, je pense que t'es sur la bonne vidéo. Salut, c'est Christian de la chaîne MacMa et aujourd'hui, on va parler d'un objet que tout le monde a déjà vu, que beaucoup ont déjà utilisé, mais que très peu comprennent réellement, l'enceinte de sonorisation. La sono, c'est un mot un peu magique, un peu effrayant, qui évoque à la fois des concerts mémorables et des soirées gâchées par un son trop fort, trop brouillon ou tout simplement désagréable. Le problème, c'est que la sono est souvent abordée comme une question de puissance brute. On parle de watts, de chiffres impressionnants, de promesses marketing, mais rarement de compréhension. Et pourtant, choisir une sono, ce n'est pas une affaire de muscles, c'est une affaire de logique. L'objectif de cette vidéo est donc simple, comprendre comment fonctionne une enceinte de sonorisation, apprendre à lire entre les lignes des fiches techniques, éviter les erreurs classiques et surtout être capable de choisir un système cohérent avec son besoin réel. Une enceinte de sono est avant tout conçue pour diffuser du son à un grand nombre de personnes dans des environnements qui ne sont pas toujours favorables acoustiquement. Elle doit être capable d'être puissante, robuste et intelligible, parfois au détriment de la finesse extrême que l'on recherche dans d'autres univers de l'audio. Il est d'ailleurs très courant d'entendre parler d'une guerre entre les milieux de la sono et celui de la hi-fi, mais cette rivalité est largement exagérée et en réalité plutôt injustifiée. Les deux secteurs ont des objectifs différents, mais ils ont aussi beaucoup à s'apporter mutuellement. La hi-fi excelle dans la restitution précise et la musicalité, d'où son nom issu de haute fidélité. Tandis que la sono maîtrise la projection, la robustesse et la clarté sur de grandes distances et dans des environnements difficiles. Se nourrir des techniques et innovations de l'autre permet à chaque domaine de progresser et améliorer son efficacité. La hi-fi est historiquement pensée pour le salon, pour un ou deux auditeurs attentifs. Elle cherche à flatter l'oreille, à transmettre chaleur et profondeur et parfois une coloration sonore agréable. La sono, quant à elle, doit transmettre un message sonore clair et compréhensible à un large public, dans des salles résonantes ou en extérieur. Son objectif est l'efficacité collective plutôt que l'intimité. Le matériel de studio constitue un troisième univers encore différent. Contrairement à la hi-fi ou à la sono, le studio cherche la neutralité absolue. Les enceintes de studio sont conçues pour restituer le son tel qu'il est enregistré, sans accentuer ni colorer les graves ou les aigus, afin de permettre aux ingénieurs de prendre des décisions de mixage et de mastering fiables. Elles ne sont pas pensées pour la projection à distance ou pour encaisser de très hauts niveaux sonores, et leur usage dans un contexte sono ou hi-fi est hyper limité. C'est pour toutes ces raisons qu'une enceinte hi-fi ou studio ne donnera pas de bons résultats lorsqu'elle est utilisée comme sono. Non pas qu'elle soit de mauvaise qualité, mais parce qu'elle n'est juste pas conçue pour encaisser des niveaux élevés de façon continue, ni pour maintenir la directivité et la robustesse requises dans la sonorisation. Reconnaître cette complémentarité et cette distinction entre hi-fi, sono et studio permet de comprendre que ces disciplines, bien que différentes, peuvent s'enrichir mutuellement et évoluer grâce à leurs forces respectives. Alors quand on parle de sono, difficile de faire la différence entre enceinte passive ou active, et c'est un choix fondamental. Le premier grand carrefour dans le monde de la sonorisation, c'est la distinction entre enceinte passive et enceinte active. Une enceinte passive est, pour simplifier, une enceinte toute bête. C'est une boîte vide avec des haut-parleurs dedans, elle contient les HP mais pas l'amplification. Elle a donc besoin d'un ampli externe pour fonctionner. Ça implique de comprendre les puissances, les impédances et les compatibilités entre les éléments. À l'inverse, une enceinte active intègre directement son propre amplificateur, parfois même plusieurs amplis dédiés à chaque haut-parleur. Elle est pensée comme un système cohérent, prêt à fonctionner dès qu'on lui envoie un signal audio. Pour un débutant, l'enceinte active est presque toujours le meilleur choix. Elle limite les erreurs, simplifie l'installation et permet de se concentrer sur l'essentiel, le son. Et quand on parle de son, on a vite fait de faire la première erreur, la puissance. C'est le plus grand malentendu de la sono. Quand on parle de sono, la question de la puissance arrive toujours très vite. Et presque systématiquement, elle arrive sous la forme d'un chiffre impressionnant, affiché en gros sur la boîte ou dans la fiche produit. Des centaines, parfois des milliers de watts. Le problème, c'est que tout le monde parle de ces watts, mais très peu de gens savent réellement ce que ça signifie. Pour comprendre, il faut commencer par accepter une chose essentielle. Tous les watts ne se valent pas. La première référence, c'est le watt RMS. C'est la vraie valeur de référence. Le watt RMS, ou Root Mean Square, est la seule valeur réellement fiable pour évaluer la puissance d'une enceinte ou d'un amplificateur. Il correspond
correspond à la puissance que le système est capable de délivrer en continu sur une longue période sans distorsion excessive ni risque de destruction. Concrètement, le watt RMS représente la capacité réelle de travail de l'enceinte. C'est l'équivalent de l'effort qu'un athlète peut fournir pendant toute une course, pas juste pendant un sprint de quelques secondes. Une enceinte annoncée à 500 watts RMS est conçue pour fonctionner durablement à ce niveau-là. Et c'est cette valeur qui permet de comparer honnêtement deux systèmes entre eux. Si une fiche technique ne mentionne pas clairement la puissance RMS ou la cache derrière d'autres chiffres plus flatteurs, c'est généralement dans un but principalement marketing. Le deuxième wattage dont on parle, c'est le pic ou le crête. Le watt peak, parfois appelé puissance de crête, correspond à la puissance maximale que l'enceinte peut encaisser sur un laps de temps extrêmement court. On parle ici de fractions de secondes, lors d'un impact sonore ponctuel, comme un coup de grosse caisse ou une explosion dans une bande son. Cette valeur n'est pas totalement inutile, mais elle est souvent mal interprétée. Elle ne représente en aucun cas la puissance utilisable en permanence. Une enceinte donnée pour 1000 watts pic, mais seulement 300 watts RMS, ne pourra jamais fonctionner durablement à 1000 watts sans subir de graves dommages. Le watt peak est donc davantage une indication de tolérance ponctuelle qu'une véritable capacité de fonctionnement. Le problème, c'est que le watt peak est presque toujours plus élevé que le watt RMS. Il fait de plus gros chiffres, il impressionne et il donne l'illusion d'une puissance phénoménale. Beaucoup de débutants achètent ainsi des enceintes en pensant disposer de réserves colossales, alors qu'en réalité, la puissance exploitable est bien plus modeste. C'est pas forcément grave en soi, mais ça entretient une incompression générale autour de la sono. Ce qu'il faut retenir, pour choisir intelligemment une enceinte de sonorisation, il faut toujours se concentrer sur la puissance RMS. Le watt peak peut être regardé comme une information secondaire, mais il ne doit jamais être le critère principal de décision. On arrive dans la partie matos, et un point fondamental pour une enceinte, on va parler des haut-parleurs. Leur taille, le rôle et les idées reçues. Dans le monde de la sono, on entend souvent des phrases comme « moi j'ai du 15 pouces, pas besoin de caisson » ou « plus le haut-parleur est gros, plus ça fait de basse ». Et comme souvent, il y a un fond de vérité noyé dans beaucoup d'approximations. Pour comprendre pourquoi il existe à la fois des enceintes large bande et des caissons de basse, parfois équipés de haut-parleurs de taille similaire, il faut revenir à la physique et au rôle précis de chaque élément. La taille du haut-parleur, c'est une question de compromis. Un haut-parleur, quelle que soit sa taille, est un système mécanique. Il déplace de l'air. Plus il est grand, plus il peut en déplacer et plus il est théoriquement capable de produire des basses fréquences. Mais c'est qu'une partie de l'équation. Dans une enceinte large bande, 8, 10, 12 ou 15 pouces, le haut-parleur de grave doit tout faire à la fois. Produire des basses, mais aussi une bonne partie des médiums. Ça impose des compromis sur sa conception, il doit être relativement léger, rapide et capable de monter suffisamment en haute fréquence pour assurer une transition propre avec le tweeter. Un caisson de basse n'a qu'une seule mission, produire du grave, rien d'autre. Le haut-parleur peut donc être conçu différemment, plus lourd, avec une excursion plus importante, une suspension plus souple et une capacité à déplacer énormément d'air sans se soucier de la précision dans le médium. Alors pourquoi un 15 pouces n'est pas toujours un sub déguisé? C'est ici que naît l'une des confusions les plus fréquentes. Oui, une enceinte de 15 pouces et un caisson de basse peuvent avoir un haut-parleur de la même taille, mais la taille ne fait pas la fonction. Un 15 pouces monté dans une enceinte large bande est conçu pour fonctionner sur une plage de fréquence relativement large. Il descend dans le grave, mais rarement très bas et surtout pas avec la même efficacité ni la même pression acoustique qu'un caisson dédié. Un caisson de basse, même avec un haut-parleur de taille équivalente, est optimisé pour travailler dans une plage étroite, souvent entre 30 et 120 Hz. Il est aidé par un volume de charge plus important, un vent accordé et parfois une amplification spécifique extrêmement puissante. Mais alors, pourquoi ajouter un caisson change tout? L'ajout d'un caisson de basse permet de soulager les enceintes principales. En leur retirant la tâche de produire les basses fréquences les plus exigeantes, on leur permet de se concentrer sur ce qu'elles font le mieux, la clarté des voix, la précision des médiums et la propreté des aigus. Le résultat est presque toujours le même, un son plus propre, plus lisible et plus puissant. Même à volume égal. C'est pas seulement une question de basse qui tape, mais de répartition intelligente du travail. De plus, les basses fréquences étant omnidirectionnelles, les caissons peuvent être placés différemment dans l'espace, optimisant la diffusion globale sans perturber la scène sonore. Alors le mythe courant, un sub, c'est juste pour faire boum boum, c'est faux. Un bon caisson de basse ne sert pas uniquement à flatter le ventre ou à impressionner. Il sert avant tout à apporter de la stabilité, de la profondeur et une assise sonore. Même à faible volume, un système avec sub sonne beaucoup plus équilibré et plus naturel. C'est pour cette raison que dès qu'on dépasse un certain nombre de personnes ou une certaine taille de salle, l'ajout d'un caisson devient non pas un luxe, mais une évidence. Pour rentrer un peu dans la technique, cette fois, on va parler de la réponse en fréquence et la comprendre sans paniquer. Pour beaucoup de gens, le mot fréquence évoque quelque chose de très technique, presque abstrait.
Pourtant, c'est l'un des concepts les plus fondamentaux du son. Et surtout, l'un de ceux qui permettent de comprendre pourquoi une enceinte sonne bien ou mal. Une fréquence, c'est tout simplement la vitesse à laquelle une vibration se répète, exprimée en hertz. Plus une fréquence est basse, plus le son est grave. Plus elle est élevée, plus le son est aigu. L'oreille humaine est capable de percevoir, en théorie, des sons compris entre 20 Hz et 20 000 Hz. Mais ce chiffre, pris tel quel, ne veut pas dire grand-chose sans contexte. Les fréquences graves et les fréquences aiguës ne se comportent pas de la même manière lorsqu'elles se déplacent dans l'air. Et cette différence explique beaucoup de situations que l'on rencontre en sonorisation. Les graves correspondent à des ondes très longues. À cause de cette grande longueur d'onde, ils se propagent facilement dans toutes les directions. Ils contournent les obstacles, traversent les murs et remplissent rapidement un espace. C'est pour cette raison qu'on entend souvent les basses, même depuis une autre pièce ou à l'extérieur d'un bâtiment. Les graves sont aussi difficiles à localiser. On les ressent plus qu'on ne les pointe avec précision. Les aigus, au contraire, sont constitués d'ondes beaucoup plus courtes et ces ondes se déplacent de manière plus directive, presque en ligne droite. Elles sont facilement arrêtées ou absorbées par des obstacles comme le public, les rideaux, les murs ou même l'air sur de longues distances. Si une enceinte n'est pas orientée correctement, les aigus peuvent chuter très vite, donnant l'impression que le son devient sourd et étouffé. Cette différence explique pourquoi le positionnement du matériel est si important. Les caissons de basse peuvent être placés assez librement sans trop modifier la perception des graves, alors que les enceintes qui diffusent les médiums et les aigus doivent être précisément orientées vers le public. Une légère erreur d'angle peut suffire à faire disparaître une grande partie des aigus pour certaines zones. Dans une salle ou en extérieur, les graves ont tendance à envahir l'espace, tandis que les aigus demandent à être dirigés avec soin. Trop de graves donnent une sensation de lourdeur ou de vibration permanente, alors que trop peu d'aigus rendent le son flou et peu intelligible, notamment pour la voix. En résumé, les graves voyagent loin et partout, tandis que les aigus voyagent droit et s'atténuent rapidement. Un bon système de sonorisation cherche donc à maîtriser l'énergie des graves tout en envoyant les aigus précisément là où se trouve le public. C'est cet équilibre qui permet d'obtenir un son clair, confortable et compréhensible. Pour revenir au son perceptible, on parlera du spectre audible, les graves, les médiums et les aigus. On découpe généralement le spectre sonore en grandes zones. Les graves, situés approximativement entre 20 et 120 Hz, sont ressentis autant qu'ils sont entendus. Les médiums couvrent environ les 120 Hz à 2000 Hz. C'est la zone la plus importante pour la compréhension. Et c'est là que se situent les voix, la majorité des instruments et l'intelligibilité globale du message sonore. Les aigus au-dessus de 2000 Hz apportent la clarté, la précision, l'attaque des sons. Trop d'aigus fatigue, pas assez rendent le son étouffé. Comprendre ça, c'est essentiel, car aucune enceinte n'est excellente sur tout le spectre sans compromis. Pour aborder le sujet des capacités de ton enceinte, on parlera de la réponse en fréquence. C'est en fait ce que l'enceinte sait réellement faire. La réponse en fréquence décrit la capacité d'une enceinte à reproduire les différentes zones du spectre. Elle est généralement exprimée sous la forme d'une plage, par exemple 50 Hz, 18 kHz. Mais cette information est souvent mal interprétée. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la plage annoncée, mais comment l'enceinte se comporte à l'intérieur de cette plage. Une enceinte peut théoriquement produire 50 Hz, mais si c'est avec une forte perte de niveau ou une distorsion importante, cette information devient presque décorative. Lorsqu'une réponse en fréquence est donnée sans précision, elle est souvent mesurée avec une tolérance implicite. Une enceinte annoncée à 40 Hz, 20 kHz peut en réalité être mesurée à plus ou moins 10 décibels, ce qui est énorme. Ça signifie que certaines fréquences sont beaucoup plus fortes que d'autres. Alors ça nous amène au terme que vous avez peut-être déjà vu sur certaines fiches techniques, la fréquence de coupure, là où tout change. La fréquence de coupure est un concept fondamental lorsqu'on parle de système à plusieurs éléments, notamment avec des caissons et des satellites. Elle correspond à la fréquence à partir de laquelle une enceinte commence à perdre en efficacité, ou à partir de laquelle une autre enceinte peut prendre le relais. Par exemple, une enceinte large bande peut être efficace jusqu'à 80 Hz. En dessous, le caisson de basse prend le relais. Cette transition est gérée par un filtre appelé crossover qui répartit le travail entre les différents haut-parleurs. Alors pourquoi ces données sont cruciales pour choisir une enceinte? Lors du choix d'une enceinte de sonorisation, il ne suffit pas de regarder la fréquence la plus basse annoncée. Il faudra donc se demander jusqu'où cette enceinte peut-elle descendre utilement? À partir de quelle fréquence commence-t-elle à affaiblir? Et est-elle conçue pour être utilisée seule ou avec un subwoofer? Une enceinte qui annonce une réponse en fréquence honnête, avec des données claires et réalistes, est souvent plus fiable qu'un modèle aux chiffres spectaculaires mais flous. On en a parlé un peu tout à l'heure et vient la grande question de la directivité et de la dispersion. C'est là où la magie opère. La directivité d'une enceinte définit la manière dont le son se propage dans l'espace. Une enceinte ne diffuse pas le son partout de manière uniforme et c'est volontaire. Une bonne dispersion permet de couvrir le public sans arroser inutilement les murs, le plafond ou le voisinage. Une mauvaise dispersion crée des zones trop fortes, d'autres trop faibles et une sensation générale de brouillard sonore. Pour bien choisir son matos, il va falloir parler des erreurs classiques à éviter absolument.
Lorsqu'on sonorise un lieu qui accueille du public, on ne joue plus seulement avec du matériel, on joue avec des êtres humains, leurs oreilles, leur santé et aussi avec des règles. Et ces règles existent pour une bonne raison, le son peut être dangereux. Les décibels, c'est une échelle trompeuse. Contrairement à la plupart des échelles de mesure, le décibel n'est pas une unité linéaire. Une augmentation de 3 dB correspond déjà à un doublement de l'énergie sonore. Autrement dit, passer de 90 à 96 dB, ce n'est pas un peu plus fort, c'est beaucoup plus agressif pour l'oreille. À titre de repère général, autour de 70 dB, on est dans une conversation animée sans danger. Entre 85 et 90 dB, l'exposition prolongée commence à devenir risquée. Au-delà de 100 dB, les dommages auditifs peuvent survenir très rapidement. Accueillir du public, c'est une responsabilité avant tout. Dès qu'un public est présent, on ne parle plus seulement de confort sonore, mais de responsabilité légale et morale. Dans de nombreux pays, des seuils maximum d'exposition sonore sont imposés lors des concerts, soirées, festivals ou événements accueillant du public. Un système trop puissant, mal maîtrisé, devient alors un problème. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il incite à dépasser ses limites. L'erreur classique, mieux vaut trop puissant que pas assez. C'est une phrase qu'on entend tout le temps, et pourtant, elle est profondément trompeuse. Un système largement surdimensionné est souvent utilisé à très faible marge, ce qui pousse à monter le volume de manière incontrôlée. À l'inverse, un système bien dimensionné, utilisé dans sa zone de confort, permet un meilleur contrôle, une meilleure qualité sonore et une plus grande sécurité. Bien choisir sa sono, c'est choisir une sono adaptée au niveau autorisé. Le bon choix de matériel commence par une question simple. À quel niveau sonore vais-je réellement travailler? Si l'événement impose ou recommande une limite autour de 95 ou 100 décibels en moyenne, il est inutile, parfois même dangereux, de prévoir un système capable d'en délivrer 130. Le but n'est pas d'atteindre la limite, mais d'avoir de la marge pour rester propre et lisible, ce qui implique une sécurité auditive, un enjeu souvent sous-estimé. Le son trop fort n'est pas un signe de professionnalisme, il est souvent le symptôme d'un mauvais équilibre ou d'un manque de contrôle. Une exposition excessive peut provoquer fatigue auditive, acouphènes, voire des pertes irréversibles. On va passer à un thème qui est quand même relativement important quand on choisit sa sono, c'est de savoir la choisir intelligemment. Après avoir compris les fréquences, les décibels et les limites légales, arrive la question que tout le monde se pose tôt ou tard, de quoi ai-je réellement besoin pour sonoriser mon public correctement. Et c'est là qu'on plonge dans un océan d'erreurs, souvent parce qu'on cherche une réponse simple à un problème qui dépend en réalité de plusieurs paramètres. La fausse bonne idée des watts par personne. On entend très souvent une règle magique circuler, tant de watts par personne. Cette règle n'est pas totalement absurde, mais elle est dangereuse si elle est mal comprise. Les watts ne mesurent pas le volume sonore perçu, mais la capacité électrique de l'amplification. Ils donnent donc une indication indirecte, jamais une certitude. Cela dit, pour donner des ordres de grandeur réalistes, on peut avancer des valeurs basées sur l'expérience de terrain, à condition de parler uniquement de watts RMS et de rester cohérent avec l'usage. Pour une conférence, une prise de parole ou une diffusion très calme, on peut estimer qu'environ 5 à 10 watts RMS par personne suffisent largement. Pour une ambiance musicale ou un DJ set modéré, on se situe plutôt autour de 10 à 15 watts RMS par personne. Ce choix permet d'avoir une réserve de puissance sans pousser le système dans ses retranchements. Pour une soirée dansante ou un concert amplifié, la valeur monte généralement entre 10 et 25 watts. Ce chiffre peut sembler élevé, mais il inclut une marge de sécurité indispensable pour éviter la saturation et la distorsion. Ces chiffres ne doivent jamais être utilisés seuls. Une enceinte très sensible produira plus de niveaux sonores qu'une enceinte peu sensible à puissance égale. Les watts donnent une capacité, pas un résultat audible garanti. Pour te donner quelques exemples concrets de configurations cohérentes, pour un public d'environ 50 personnes dans une salle de réunion ou un petit espace associatif, 2 enceintes de 8 ou 10 pouces, délivrant chacune 300 à 500 watts RMS, sont souvent suffisantes. Là, tu cherches pas du grave, tu cherches de la clarté, donc on privilégiera les médiums aigus. Pour un événement de 80 à 100 personnes avec DJ ou musique amplifiée, un système composé de 2 enceintes de 12 pouces d'environ 800 à 1000 watts RMS, accompagné d'un caisson de basse de 1000 à 1500 watts RMS de 15 à 18 pouces, devient pertinent. Le caisson soulagera les enceintes principales et améliorera immédiatement le confort d'écoute. Pour un public de 150 à 200 personnes, notamment en concert ou en soirée énergique, on entre dans une logique de système plus structuré. Enceinte de 12 ou 15 pouces pour les médiums aigus et 1 ou 2 caissons de basse capables de fournir 2000 watts RMS cumulés ou plus. Ici, la puissance sert autant à la qualité qu'au volume. En pratique, le bon choix n'est pas celui qui fait le plus de basses, mais celui qui correspond à la taille du lieu, au type d'événement et au niveau de contrôle souhaité. Une enceinte bien dimensionnée permet d'envoyer juste ce qu'il faut de grave, tout en dirigeant précisément les aigus vers le public pour obtenir un son clair, équilibré et agréable.
On arrive sur une question qui peut paraître un choix esthétique et pourtant. Le bois ou l'ABS? C'est un choix technique avant d'être esthétique. Le matériau du coffret influence directement le comportement acoustique de l'enceinte. Les enceintes en bois offrent une meilleure rigidité et limitent les vibrations parasites. Elles sont souvent privilégiées pour les installations fixes ou les systèmes orientés qualité sonore. Quant aux enceintes en ABS, plus légères et résistantes au choc et à l'humidité, sont parfaitement adaptées à la sonorisation mobile. Leur choix n'est pas une concession sonore systématique, mais un compromis pratique. Dans un contexte professionnel ou semi-professionnel, le bois est souvent préféré pour les caissons de basse, où la rigidité est cruciale, tandis que l'ABS reste très pertinent pour les enceintes satellites transportables. Le vrai critère final, c'est la cohérence. Un bon système de sonorisation n'est pas celui qui affiche les chiffres les plus impressionnants, mais celui qui est dimensionné intelligemment. La répartition de la puissance, la taille des haut-parleurs, la présence de caissons de basse et le type de coffret doivent répondre à un usage précis. Comprendre ces chiffres et ces choix permet de sortir de la logique du toujours plus pour entrer dans celle du juste qu'il faut au bon endroit. C'est cette cohérence qui fait la différence entre un système bruyant et un système agréable. À toi maintenant de mettre ces principes en pratique, de réfléchir à ton public, à ton lieu, à ta musique et de construire une sono cohérente, efficace et responsable. C'est cette approche qui transformera un simple équipement en une expérience sonore réussie. Je pense qu'on a déjà abordé pas mal de questions que tu pouvais te poser pour ton matos de sono. Si jamais il restait des questions à aborder ou que tu avais de nouvelles idées, n'hésite pas à les poser en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre en commentaire ou dans une prochaine vidéo qui parlera de sonorisation. En attendant, n'hésite pas à liker la vidéo et à la partager à tes potes pour leur proposer plus de tips. Moi, je te retrouve bientôt sur une nouvelle thématique. Ciao!